Juliette de Blégier, bonjour. Bonjour Quentin. Alors dites-moi, la pire faute de goût dans un appartement, dans une maison, pour vous, c'est quoi? Enfin, je vous demande un point de vue un peu personnel. Oui, c'est personnel, c'est aussi assez subjectif. Surtout que je ne suis pas vraiment décoratrice, donc je pense chacun son bon goût, chacun son mauvais goût. C'est un petit peu compliqué de répondre à cette question. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'un incontournable dans un intérieur, c'est une création de chez Leblond de Lienne. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Juliette de Blégier, accompagnée de Mickey, nous allons en reparler, entrepreneuse, présidente de Leblond de Lienne, une entreprise pop, puisque vous avez créé des figurines, des objets qui représentent des héros de la culture que normalement tout le monde connaît. C'est amusant ce que vous disiez sur le mauvais goût, parce que Nicolas Destienne-D'Or vient de publier aux éditions Plomb un livre qui s'appelle Le dictionnaire amoureux du mauvais goût, et où on assume des tas de choses. Effectivement, le mauvais goût des uns peut être le bon goût des autres, etc. Leblond de Lienne, vous l'avez acheté, cette société, il y a 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Pourquoi est-ce que ça a été mis sur votre chemin? Racontez-moi un peu les coulisses de cette acquisition, de cette appropriation. Oui, alors Leblond de Lienne, c'est déjà une marque éponyme, Marie Leblond, Éric de Lienne. Marie était sculptrice. C'est une société qui a été créée en 1987, donc qui a vraiment une jolie histoire, un patrimoine, des codes, et qui a été en difficulté. Et donc, j'ai repris la barre du tribunal de Paris en avril 2018. J'avais travaillé avant pendant 2 ans pour l'ancien groupe qui était propriétaire de Leblond de Lienne, qui avait racheté des petites pépites du patrimoine français. Il y avait Jean-Louis Coquet, Jaune de Chrome et Porto, ainsi que Leblond de Lienne. Et donc, j'avais cette chance de connaître déjà l'entreprise et d'y avoir passé 2 ans, de connaître les équipes, de connaître le savoir-faire, de vraiment avoir pu plonger dans son univers et dans la magie aussi du site de fabrication, donc qui est à Neufchâtel-en-Bray en Normandie. Donc j'ai présenté un projet de reprise qui a été retenu, et cette aventure entrepreneuriale a ainsi commencé il y a un peu plus de 4 ans. L'atelier est en Normandie, vous avez un showroom à Paris. Est-ce que c'est une boîte que vous auriez pu créer vous-même? En quoi est-ce que ce rachat correspond en gros à l'idée peut-être que vous faites de l'entrepreneuriat et d'un secteur qui vous passionne, j'imagine? Oui, moi j'ai toujours été passionnée par l'intervention de la main de l'homme sur la matière, sur la création, par le design aussi, la décoration. Ce qui m'a intéressée avant toute chose, c'est qu'il y ait une histoire, un ADN qui ait eu pendant plus de 30 ans des créations, des collections. De l'émotion, de la transmission. De l'émotion. Ouais. Et le plus gros challenge a été pour moi, et ce qui m'intéressait aussi le plus, comment faire revivre ce savoir-faire, le mettre au goût du jour, l'inscrire dans la tendance actuelle. Et c'est vrai que j'avais cet œil qui était plus design. Donc j'ai beaucoup de designers, Marcel Wanders, Arik Lévy, lorsque je travaillais chez Baccarat, qui m'avaient suivi déjà dans cette nouvelle aventure et qui étaient très intéressés par Leblond de Lienne. Donc ça a été déjà à l'époque un indicateur assez fort et assez confortant aussi dans le fait du potentiel de cette reprise. C'est pas tous les jours qu'on a le bonheur d'avoir une interview avec Mickey. Donc là, c'est le fruit d'une collaboration avec Jean-Charles de Castelbajac. Comment est-ce que... donc tout le monde connaît Mickey, évidemment, je ne vais pas faire la biographie de Mickey, ça n'a pas grand intérêt, mais comment est-ce que vous choisissez vos collaborations? Comment est-ce que vous choisissez vos créations? Est-ce que c'est que... Disons, vous dites, Mickey, tout le monde connaît, donc on fait Mickey, ou alors parfois vous prenez des personnages plus de niche, avec des créateurs, des artistes plus de niche. Comment est-ce que ça se passe en coulisses, ce travail ? Alors là, dans le cadre de cet exemple, on est dans une relation tripartite, c'est-à-dire qu'on a une licence qui est Disney, qui est effectivement une licence très très forte d'un point de vue international, et on invite un créateur à travailler sur ce personnage-là. Dans le projet de reprise, ce qui était important pour moi, c'était vraiment de choisir des icônes de la pop culture qui étaient universelle, très très forte aussi à l'international, surtout quand on veut développer un nouveau réseau de distribution. Donc Mickey, évidemment, c'était
évident. Et en 2018, il y avait les 90 ans de Mickey, donc ça a aussi permis de lancer toute une série anniversaire, des collaborations, comme je disais, avec Marcel Wanders, Arik Levy, Kelly Open. Et ensuite, toujours donc, le développement de la marque, toujours en ayant à l'esprit de prendre des personnages très très forts. Ouais, donc le chemin, c'est vous choisissez un personnage et vous tournez vers un artiste. En gros, c'est pas vous allez chercher un artiste et c'est lui qui choisit. On offre notre catalogue de licences à l'artiste. Après, moi, j'aime pas du tout être restrictive et les briefings créatifs, quand on les fait, ils sont vraiment les plus larges possibles afin de pouvoir vraiment ne pas brider le créateur dans sa démarche créative, artistique. Mickey, ça reste un personnage qui a une portée extrêmement forte. Pour Jean-Charles de Castelbajac, c'était encore plus évident parce qu'il utilise les personnages de cartoons dans sa mode depuis les années 80. La transposition de la couleur, ici on a Mickey Color, donc ce style color block qui est vraiment son style depuis iconique et très identitaire depuis des années. Il y avait vraiment ce lien très fort. Après, il était également intéressé par le personnage de Snoopy. Donc c'est un terrain de jeu très très vaste et qui s'inscrit dans cette relation à trois avec une licence, un artiste et l'atelier de fabrication. La pop culture, c'est un terrain de jeu assez vaste, vous venez de le dire. Est-ce que, côté client, ça concerne qui ? Enfin, si on prend le pouls de la pop culture aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, enfin, la pop culture dans le temps, en gros, est-ce que c'est populaire, justement ? Vos clients, c'est qui ? Ça intéresse qui, la pop culture, aujourd'hui ? Alors nous, on travaille principalement avec un réseau de revendeurs de grands magasins, un petit peu partout dans le monde. On a 300 points de vente aujourd'hui. Donc je dirais, la pop culture est vraiment radie dans le monde entier. Et on voit qu'il y a des personnages qui peuvent avoir plus de 90 ans, qui touchent toutes les générations. Et ce sont des questions qu'on se pose souvent, le profil type de notre client final, parce que souvent on est dans des réseaux de revendeurs, donc en B2B, on voit qu'on est plutôt sur les 30-45 ans, assez pas mal de femmes aussi, mais très très variées, et beaucoup de nationalités différentes. Et toutes les couches socio-professionnelles, disons. Et je pense, parce qu'on a aussi plusieurs personnages, on a signé avec Pokémon et Pikachu qui fêtaient ses 25 ans l'année dernière, donc il y a aussi cette clientèle un petit peu plus jeune. Je pense que c'est vraiment universel et qu'après on peut avoir un coup de cœur quand on a un certain âge pour un personnage avec lequel on a grandi et que ça reste extrêmement divers et varié. Je vais dire n'importe quoi, Juliette de Blégier, mais je pense à Louis de Funès dont on fêtait un anniversaire là, il y a quelques jours. Si Louis de Funès avait été un dessin, quel business incroyable. Est-ce que vous ne seriez pas tenté un jour de vous gréviniser, entre guillemets, en créant des sculptures, des produits consacrés aux êtres humains ? Alors, on a en fait, c'est intéressant ce que vous dites, mais notre savoir-faire de sculpture, qui est évidemment applicable dans ces personnages-là, mais aussi qui peut servir à reproduire et à réaliser des sujets très divers et variés. On avait réalisé pour le restaurant Le Jules Verne de la Tour Eiffel les bustes de Gustave Eiffel et de Jules Verne. Donc il y avait aussi vraiment cet exercice de sculpture. C'était avec l'architecte Aline Amardaman et le chef Frédéric Anton. Donc il y a vraiment aussi cette utilisation de ce savoir-faire d'exception qui peut être dans différents domaines. Et on ne fait pas forcément trop de figuratifs, mais on essaye d'aller quand même sur des choses variées. Vos personnages stars, si je puis dire, enfin les personnages stars de vos clients, est-ce que ça correspond à ce que vous imaginiez ? C'est-à-dire qu'en gros, vous misez sur Mickey et Castelbajac, a priori c'est carton plein, mais parfois vous pouvez vous dire, tiens, on va aller là, on va faire un truc un peu... On verra. Et parfois, il y a un succès ou alors un flop. Enfin, là encore, en coulisses, comment ça se passe ? Les stars sont celles que vous attendiez ou parfois il y a des choses un peu plus comment dire, inattendues, quoi.
Alors, on essaie vraiment en amont de faire toutes nos études marketing, de regarder aussi ce qui existe sur le marché. On est dans un monde de collaboration, il faut aussi le dire. Et c'est vrai qu'on essaye toujours d'arriver sur un segment qui n'a pas été trop travaillé. Après, au-delà du travail avec les licences, on fait aussi de la réalisation et de l'édition de designers, de pièces de designers. On avait réalisé une collection avec Eugénie Kittelett, avec Elena Salmistraro. Donc là, on est sur ils ont créé leur propre sculpture, leur propre personnage. Donc on est sur de la création totalement nouvelle qui ne reprend pas un personnage connu. Donc il y a tout ces petits essais un petit peu expérimentaux qui aussi sont intéressants et d'un point de vue collection, création, apportent aussi à la marque un autre axe. Est-ce que ça se glisse partout, ce genre? Parce qu'évidemment, vous faites différentes créations, différentes tailles, différents volumes, etc. Est-ce que ça se met dans n'importe... Là, je reviens un peu à ma première question, qui était un clin d'œil, mais est-ce que ça se glisse dans un appartement parisien classique, haussmannien, voilà, dans une maison de campagne, dans le Perche, dans n'importe quel bien immobilier, finalement? Tout est compatible avec la pop culture? Je trouve que tout fonctionne très bien, surtout qu'on a des possibilités aussi de personnalisation, on a énormément de couleurs, de finitions. Donc chaque client peut quand même trouver, sous réserve qu'il soit évidemment un amateur de ce type de sculpture, peut trouver dans les couleurs, dans les formes, des pièces qui s'inscrivent parfaitement dans de nombreux intérieurs. On parle beaucoup de l'art au bureau aussi. On dit que pour incarner, et c'est de plus en plus le cas avec la crise sanitaire qui est passée par là, venir au bureau, ça a quelque chose maintenant de... Enfin, c'est un, comment dire, c'est un mouvement fort d'aller au bureau. Et donc, avoir des bureaux incarnés avec de l'art, pourquoi pas, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Est-ce que vous partagez ce sentiment-là? Est-ce que pour vous, quand on va au bureau, avoir des paillettes dans les yeux, avoir des bonnes raisons de venir au bureau, justement, c'est aussi avoir une sorte de mini-musée, peut-être, sur le lieu de travail? Oui, je pense que c'est important et ça permet effectivement au quotidien de côtoyer des œuvres qu'on n'aurait pas forcément chez soi. On parle de la couleur est très importante dans la vie. Donc effectivement, c'est un point qui me semble assez important. Nous, quand on va au bureau, vous imaginez, on côtoie un nombre de prototypes, de sculptures, et c'est vrai que ça apporte une certaine joie et une émotion, une certaine gaieté aussi au quotidien. Donc oui, vous êtes important. Je suis pour. Pour l'œuvre d'art au bureau. Merci infiniment. Juliette de Bligier, merci à Mickey d'être venu à cette interview. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. À vous aussi.